C'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la Centrafrique. Nous allons aborder de nombreuses questions sécuritaires, politiques et diplomatiques avec Sylvie Baipo-Témon, la ministre centrafricaine des Affaires étrangères. De passage à Paris, elle est notre invitée ce soir. 15 ans de prison ferme pour les 3 militaires qui avaient tenté en 2019 de renverser le pouvoir du président Ali Bongo Ondimba au Gabon. À l'époque, le président était hospitalisé à l'étranger suite à un AVC. Nous serons à Libreville dans ce journal. Et à la fin de cette édition, nous irons en Côte d'Ivoire à la rencontre d'un caricaturiste, rédacteur en chef d'un hebdomadaire satirique. Il nous livrera ses secrets et son témoignage de son vécu dans des moments forts de l'histoire du pays. Reportage à suivre. Cela ne vous a pas échappé, la Centrafrique est au cœur de l'actualité. Les offensives rebelles, les échéances électorales et les tensions diplomatiques ont marqué l'actualité de ce pays ces derniers mois. Et ce soir, nous recevons la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Baipo-Témon. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Alors vous êtes, je le disais, de passage à Paris. Vous êtes la chef de la diplomatie centrafricaine. Quel message vous apportez aujourd'hui à Paris alors que les relations, et c'est le moins qu'on puisse dire, entre Paris et Bangui sont tendues en ce moment ? Et merci de me recevoir. Le message en premier, c'est que nous avons été longtemps et nous sommes toujours des partenaires. Nous traversons des moments certes difficiles, mais nous devons nous asseoir ensemble, continuer à travailler ensemble. La persévérance est la clé de la réussite. Et effectivement, dans chaque famille, il y a toujours des moments de malentendus, des turbulences, mais il nous faut tenir bon. Donc mon message est toujours dans l'orientation de celle du président de la République, de main tendue, de dialogue, de privilégier le dialogue comme issue de tout sujet qui peut être sujet à malentendu. Alors, on va revenir à de nombreux sujets, mais d'abord, j'aimerais qu'on aborde l'actualité et la sécurité en Centrafrique. Hier, les membres de l'Unité pour la paix en Centrafrique, un des principaux groupes armés rebelles, a mené des attaques simultanées dans une ville à 300 km à l'est de Bangui. Quelle est la situation sécuritaire dans votre pays aujourd'hui, où les rebelles continuent à contrôler des zones importantes ? La situation sécuritaire, elle est encore complexe. Vous savez que depuis décembre 2020, une nouvelle rébellion appelée CPC, la Coalition pour le changement, a fait des nouvelles attaques en vue de déstabiliser le pays. Et face à cette nouvelle attaque, la République centrafricaine s'est, par autodéfense, défendue. Elle a rétorqué en faisant appel donc, à la MINUSCA qui se trouve sur place, mais également à ses accords bilatéraux avec les pays amis pour repousser les velléités de cette rébellion. Et cette rébellion continue, comme encore effectivement dernièrement, de l'UPC, l'Unité pour la paix en Centrafrique, est un groupe armé appartenant à cette coalition, à cette nouvelle rébellion. Et elle continue à sévir. Cette rébellion continue à mener des attaques ciblées contre la population, contre les institutions de la République. Donc cette situation est toujours très complexe. Et les autorités centrafricaines restent debout. Parce que, de manière responsable, elle continue à assurer, en tout cas elle tente, tant bien que mal, à assurer la sécurité de la population et l'intégrité de son territoire. Alors, en début de semaine, un rapport des experts des Nations Unies sur la Centrafrique a été publié. Il répertorie minutieusement les nombreuses exactions de la coalition rebelle CPC, mais pointe aussi du doigt des assassinats, des pillages, des agressions sexuelles commis par les forces nationales et par ses alliés, notamment les instructeurs russes pendant la contre-offensive. Devant ces très nombreuses preuves, quelle est votre réaction, la réaction du gouvernement ? La réaction du gouvernement, vous savez qu'à l'annonce, à la notification de ces allégations, le gouvernement centrafricain a mis en place une commission d'enquête nationale qui est en cours. Où en est-elle justement cette commission ? Elle a donné un temps. Vous savez qu'il y a la séparation des pouvoirs, donc la partie judiciaire est en train de faire son travail. Donc il nous faut la laisser mener à bien ces investigations, de manière à ce qu'on puisse affirmer que d'allégations, on va arriver à des cas avérés. Et si des cas sont avérés, comme l'a si bien dit le président de la République, sanctions, il y aura. Quels que soient les acteurs, il faut qu'il y ait sanctions. Nous avons affaire à une population qui a été trop longtemps souillée, violée, martyrisée sur son propre territoire. Il faut que cela cesse. Et vraiment, quand je dis tous les acteurs, parce que depuis cette grosse crise de 2012, avec l'invasion de la Séléka, la République centrafricaine
eu systématiquement la même démarche de faire appel tant à la sous-région, à son partenaire traditionnel, à la communauté internationale pour venir l'appuyer face à ces attaques de ces mercenaires et de ces rebelles. Il y a aujourd'hui la population qui est la principale victime de toute cette agression, toutes ces velléités, doit être mise en avant. Donc l'enquête est en cours. Je ne vais pas me prendre de l'avance sur la partie judiciaire parce que c'est un domaine bien particulier et que la séparation du pouvoir est totalement respectée. Donc il me semble qu'il y avait une commission d'enquête qui avait été annoncée pour 3 mois. Ils vont sur le terrain, ils ont également sollicité les Nations Unies pour obtenir la preuve de ce qui est mis, parce que les rapports qui ont été donnés de manière publique... Il y a un rapport quand même très minutieux, pas seulement d'ailleurs des experts de l'ONU, mais aussi des ONG sur place, des témoignages qui ont été vérifiés, recoupés, qui parlent de nombreuses exactions. Oui, tout comme il y a des témoignages aussi sur place qui nous disent effectivement que certaines allégations qui ont été dites ont été lues, ont été préparées sur des textes et données pour être lues moyennant une petite enveloppe. Donc du coup, l'enquête est en cours, elle doit pouvoir mettre en lumière la véracité des faits. Alors, un nouveau gouvernement a été nommé très récemment, vous avez été reconduite, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et beaucoup de l'opposition et de la société civile dénoncent un gouvernement non inclusif, proche du président Touadéra, et dénoncent donc le manque d'implication de l'opposition. Que répondez-vous à ces accusations? Écoutez, c'est un refrain que l'on connaît, qui est systématiquement le même, mais l'opposition d'ailleurs a été conviée, participée. De même, si vous suivez les propos d'un des représentants de cette opposition qui dit qu'elle a été contactée, mais qu'elle a marqué un refus. Donc il faut savoir, soit on veut participer, on veut s'impliquer à la reconstruction du pays, à bâtir un état de droit, soit on préfère attendre et puis être à la tête de ce pays pour pouvoir faire sa part et son devoir en tant que citoyen centrafricain. Ce que je réponds tout simplement, c'est cette notion d'inclusivité, elle ne doit pas être confondue avec une notion d'intégration. L'inclusivité, c'est laisser les autorités centrafricaines créer un espace où tout le monde va pouvoir s'y retrouver. Mais ce n'est pas prendre et mettre dans l'espace existant. Parce qu'aujourd'hui, en République centrafricaine, il nous faut créer un espace où tout le monde va se sentir concerné, tout le monde va pouvoir s'impliquer autour de ces valeurs républicaines qui sont sacrées et qui ont perdu un peu de sens en Centrafrique. Alors, on va aborder les relations entre la France et la Russie. Le torchon continue de brûler entre Paris et Moscou, en République centrafricaine. Paris accusait récemment le gouvernement centrafricain d'être complice d'une grande campagne de désinformation qui vise la présence française en Centrafrique, organisée par des diplomates russes, une campagne d'Infox qui cible aussi la MINUSCA. Que répondez-vous à cela? Alors, une grande campagne, écoutez, il y a aussi, on voit sur les réseaux sociaux, pas qu'en Centrafrique, effectivement, beaucoup d'émois des différentes populations. Est-ce que c'est réellement une attaque ou est-ce que c'est plutôt un moyen, peut-être maladroit, de s'exprimer sur une situation que l'on veut voir changer? C'est ça qui est important. Je pense que quand il y a un message comme ça, au-delà, il faut lutter contre les incitations à la haine, il faut lutter contre les fake news, les désinformations, mais il faut aussi écouter le fond. Parce qu'on a aujourd'hui affaire à des réseaux sociaux où les choses vont très vite, les choses sont déformées, pas forcément par la personne, on peut très bien lancer une information, et elle va être reprise, mal interprétée, désinformée par la suite. Mais il est important d'en comprendre l'essence et de travailler sur cette base-là. Moi, j'entends plutôt, en ce qui concerne la République centrafricaine, une population qui a trop longtemps été martyrisée et qui a envie de voir autre chose, qui a envie de sortir de cette période de conflit. Et justement, cette population n'est pas agacée par ces luttes entre des puissances comme la France ou la Russie? Cette population, elle est d'ailleurs même plutôt stupéfaite. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'elle veut, c'est pouvoir aller à son champ, pouvoir aller voir sa famille dans l'arrière-pays, pouvoir aller voir le voisin d'à côté. Voilà, en République centrafricaine, nous ne sommes pas arriver à un niveau où, oui, il nous faut entamer le développement économique, mais ce développement, aujourd'hui, nous ne le voyons pas au niveau de ces grandes puissances. Donc, nous ne nous y retrouvons pas. Nous ne nous retrouvons pas dans une situation qui n'est pas la nôtre, parce qu'aujourd'hui, ce que l'on veut, comme le dit le sujet, en tout cas le projet phare de l'Union africaine, c'est arriver à éradiquer les groupes armés pour que la liberté de circulation, ne serait-ce que celle-ci, parce que c'est déjà le premier fondement qui est recherché en République centrafricaine, soit effectivement effectif.
Merci beaucoup Sylvie Baipo-Témon. Vous êtes ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Cette condamnation au Gabon, 3 militaires ont écopé de 15 ans de prison pour une tentative de coup d'État en janvier 2019 contre le président Ali Bongo Ondimba. À l'époque, le président était hospitalisé au Maroc. Il se remettait d'un AVC. Le verdict est considéré comme clément au vu des réquisitions du procureur qui réclamait l'emprisonnement à vie. La correspondance à Libreville de Ismaël Obianze. Le 7 janvier 2019, le Gabon se réveillait dans la stupeur. Une poignée de soldats de la garde républicaine tentaient en direct de la radio nationale de prendre le pouvoir selon le parquet qui les poursuit depuis plus de 2 ans. Une tentative de coup d'État qui n'aura finalement duré que quelques minutes et se soldant par le décès des mutins. Accusés de séquestration, d'association de malfaiteurs, de vol et d'atteinte à la sûreté de l'État, le lieutenant Kelly Ondo-Obiang, principal instigateur de cette tentative de putsch, et ses co-accusés de la garde républicaine ont été condamnés ce jour à 15 ans d'emprisonnement ferme, assorti d'une amende de 31 millions de francs CFA, soit environ 47 000 €. Une peine jugée relativement clémente par maître Jean-Paul Moubembe, avocat des prévenus, qui compte se pourvoir en cassation. Je suis content parce que mes clients, au lieu d'une réclusion criminelle à perpétuité, ils ont pu obtenir que 15 ans. Je suis également non satisfait parce qu'ils ont été condamnés également à payer une lourde somme. Comment, pendant tout le temps ils seront en prison, ils pourront payer cette somme d'argent. Au moment de ce coup d'État raté, faut-il le rappeler, Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 10 ans, se trouvait en convalescence au Maroc à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Le président avait donc disparu du paysage politique pendant plusieurs mois avant de revenir sur Libreville. Ce nouveau massacre a Béni en République démocratique du Congo. 10 personnes ont été tuées, des morts attribuées aux ADF, un groupe armé originaire de l'Ouganda voisin et affilié aux djihadistes du groupe État islamique. Ce nouveau massacre a provoqué la colère des habitants remontés contre les autorités impuissantes face à ces violences malgré l'instauration de l'état de siège dans la région début mai par le président Félix Tshisekedi. Un président qui ne cache pas ses ambitions, Félix Tshisekedi qui a annoncé ce jeudi son intention de se représenter en 2023, une candidature à mi-chemin d'un mandat marqué par la rupture de l'alliance avec son prédécesseur Joseph Kabila. Direction la Côte d'Ivoire. Ce soir, on vous emmène à la rencontre de Lassane Zohoré, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Biche. Créé il y a 22 ans, la feuille de chou, souvent rédigée en argot local d'Abidjan, le Nouchi, se moque chaque semaine de la société ivoirienne et de sa classe politique. Reportage signé Samuel Bernard et Anan Ferjani. Il suffit d'une feuille et de quelques coups de feutre à Lassane Zohoré pour nous raconter une histoire. En fait, c'est Gbagbo qui s'impatiente. Nous sommes le 8. Et lui, il veut que les feuilles tombent rapidement pour qu'on arrive au 17. Pour ce rédacteur en chef, cette discipline quotidienne s'est progressivement muée en véritable besoin. Ça, là, vraiment, quand je ne dessine pas, je me sens frustré. Zohoré, qui pratique la caricature depuis plus de 30 ans, a créé Biche, son propre journal il y a de cela 22 ans, qui est devenu la référence dans la caricature de presse ivoirienne. L'histoire de Biche est celle d'une longue conquête pour la liberté d'expression et d'impertinence. Au départ, lorsqu'on a commencé avec Biche, l'imprimerie du journal gouvernemental nous imprimait. Donc on allait à dose héméopathique, on va dire. Malgré le sens de l'autodérision des Ivoiriens et de sa classe politique, caricaturer n'est pas toujours sans danger. Lors du coup d'État militaire de 2000, Zohoré a évité de justesse de se faire emmener par l'armée du général Guéhi. Je devais me rendre ce jour-là à la rédaction. Les gens qui habitaient aux alentours m'ont appelé pour me dire non, faut pas bouger, les militaires sont dans le quartier. Créé il y a 22 ans, Biche a couvert plusieurs périodes de crise meurtrière pour le pays. Pour Zohoré, si le rôle du caricaturiste est celui d'un éveilleur de conscience, il ne s'agit pas non plus de jeter de l'huile sur le feu. Quand le pays est vraiment divisé et qu'on sent une certaine tension dans la population, nous essayons d'être des conciliateurs. Mais lorsque nous nous rendons compte que bon, c'est un peu plus apaisé, ben, on s'en donne à cœur joie. On tape à gauche, on tape à droite, on tape où on veut. Je pense qu'on peut se transformer
en colombe de la paix, comme on peut se transformer en impertinent. Bon, vraiment, c'est un peu mi-ange, mi-démon, quoi. C'est comme ça que nous sommes. Ange ou démon, une chose est certaine, l'impertinence de Zohoré et de son équipe ne s'estompera pas avec les années. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Antoine Fenot.